D'accord. Alors, Monsieur Célestin Pouya va échanger avec vous, Monsieur le ministre, sur le deuxième point de cette émission, notamment la diplomatie burkinabé et les attentes citoyennes. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir. Et quand on observe vos actions et vos différents documents de politique, on peut se dire que depuis le mois de janvier 2016 jusqu'à aujourd'hui, on voit se dessiner vos objectifs et vos missions qui sont très clairs. Il s'agit de relever le défi de la sécurité, mais aussi de relancer l'économie. Alors, pour la sécurité, nous avons entendu ce que vous avez déjà dit, et c'est aussi probant sur le terrain. Alors, je voudrais poser une question sur le volet économie et sur le volet social. Est-ce que vous pouvez dire aux citoyens, de façon concrète, quelle est l'adéquation que vous faites entre votre diplomatie d'économie et le besoin réel du citoyen? Simplement dit, en quoi votre diplomatie d'économie est une réponse aux besoins du citoyen que nous connaissons? L'éducation, la santé, la sécurité alimentaire, l'eau potable, l'hygiène, l'assainissement, pour ne citer que cela. Oui, c'est tout cela. Je vais vous raconter une anecdote. J'étais, quelques mois seulement après ma nomination, j'étais à New Delhi, en Inde, à un conclave Inde-Afrique. Et puis, je devais rencontrer le directeur Afrique au ministère des Affaires étrangères. Et la cérémonie, enfin la rencontre s'est déroulée dans l'hôtel où j'étais. Et à un moment donné, le monsieur était retourné au ministère, à son bureau. Et bon, j'ai dit, je suis prêt à aller là-bas pour le voir. Et à un moment donné, je vois mes collaborateurs qui tournent en rond, je ne comprends pas. Et je finis par leur demander, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, ah, monsieur le ministre, en fait, ce qu'on voulait vous dire, c'est que le monsieur est parti. Bon, comme vous êtes ministre, s'il faut aller le voir là-bas et tout. Je leur ai dit, mais vous voyez, le billet Ouagadougou au New Delhi, ça coûte cher et c'est le contribuable burkinabé qui paye. Si ce monsieur-là, c'est lui qui peut débloquer tel projet pour nous, on y va. Donc, mettez un véhicule, on va aller le trouver là-bas. Et c'est ce qu'on a fait. Et il s'agissait de parler du barrage de Ouessa, il s'agissait de débloquer la question des bus pour les étudiants, il s'agissait de régler le problème de la STFL, la Société des fruits et légumes de Lumbila, qui était bloquée. Donc, autant de besoins qui touchent à la vie quotidienne des populations. Je peux vous citer beaucoup d'autres exemples, mais c'est ce travail-là que nous faisons au quotidien. Je vous ai parlé de la route Tougan-Waïguya, je vous ai parlé de la route Waïguya-Djibo. Oui. Je peux vous citer l'eau avec les fonds arabes, Samandeni. Partout où on va, okay. C'est ce travail-là. Justement, et parlant de l'eau, nous savons que le gouvernement a promis un des engagements, c'est le corvée zéro, c'est corvée zéro d'ici 2020. Et aussi l'accès universel à l'eau potable et assainissement à l'horizon 2030. Et aujourd'hui, quand on essaie de voir, je ne sais pas si on peut s'en réjouir. Nous sommes seulement à 72,4% du taux d'accès à l'eau potable au niveau du Burkina Faso. Peut-être que pour parler pour ce qui vous concerne, en matière de diplomatie de l'eau, nous savons qu'au Burkina Faso, la quantité d'eau qui tombe au Burkina et qui écoule vers les pays voisins est estimée à 8 milliards, 60 en quelque sorte, de mètres cubes, je veux dire. Alors, ça veut dire que le Burkina Faso a intérêt à retenir son eau. Et nous savons que dans le PNDS, il est inscrit la construction de dizaines de barrages. Est-ce que votre diplomatie prend en compte justement cette gestion de la ressource en eau transfrontalière? Quand nous regardons seulement le bassin de la Comoé, on voit que la Côte d'Ivoire, en termes de territoire, regroupe 80% de ce bassin-là. Est-ce que si le Burkina Faso veut faire un barrage sur la Comoé, ça serait facile? Quel serait votre accompagnement? Si effectivement, on a vu aussi avec le Ghana, vous avez parlé autrefois, on l'a lu dans les presses là, qu'il y a eu un comité qui a été mis en place, comité interpays pour l'eau et l'assainissement. Ça veut dire quoi? Est-ce que vous avez une diplomatie de l'eau? Oui, mais vous savez, il y a les règles internationales sont telles que vous ne pouvez pas faire à partir d'une distance. Vous ne pouvez pas faire certains investissements, comme par exemple le cas d'un barrage, sans avoir l'autorisation du voisin. Et surtout quand il s'agit du même cours d'eau qui rentre chez le voisin. Donc pour le cas du Ghana, nous avons le barrage de Numbiel,
nous avons le barrage de Ouessa et également les barrages qui existent déjà. Et c'était l'objet d'une discussion que nous avons eue ici lorsque le président Ghané est venu ici. Parce que vous savez, parfois, on a un trop-plein du barrage. On est obligé d'ouvrir les vannes pour déverser. Ça crée parfois des inondations au Ghana. Parfois, on peut nous accuser de trop retenir l'eau. Oui. Donc, il faut forcément qu'il y ait des ententes entre nous pour pouvoir réguler tout ce qui peut avoir comme conflit en griffe ou en tout cas mésentente autour de la gestion des ressources en eau. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles il y a une institution de la CEDEAO qui s'occupe de la gestion intégrée des ressources en eau, qui est basée d'ailleurs à Ouagadougou, et on s'en réjouit. Et donc, sur toutes ces questions-là, nous discutons avec eux. Maintenant, au quotidien de n'importe quel citoyen qui a besoin d'eau, ça fait partie aussi des priorités du gouvernement et ça fait partie des priorités de notre diplomatie. Lorsque nous allons rencontrer nos amis et partenaires, nous posons aussi les besoins d'eau et ça fait partie des besoins sociaux de base. Et je pense que à ce niveau, on a très souvent des résultats positifs puisque tout commence par l'eau, on peut dire, même s'il y a la santé aussi, on peut en parler, mais dans le cadre du Sahel, par exemple, le programme d'urgence, nous expliquons aux gens qu'on a besoin, ces populations ont besoin des services sociaux de base pour ne pas avoir le sentiment d'être abandonnés, pour ne pas être la proie facile des djihadistes, mais pour ne pas également prendre la route de l'immigration. Donc il faut pouvoir les fixer dans leur terroir et pour cela, il faut, la première des choses, c'est avoir l'eau, surtout qu'il s'agit des populations pastorales, l'eau pour boire, pour les populations, mais l'eau aussi pour les animaux, et il y a des échos favorables. Ok, et si on parle un peu de l'assainissement, nous savons que quand on regarde, disons, les indicateurs, on voit que Burkina Faso, c'est seulement 19,8% des habitants qui ont accès à un assainissement adéquat. C'est dramatique quand on connaît l'impact que ça peut avoir sur la santé et sur l'éducation et même sur l'économie. Je pense que c'est la Banque mondiale et puis le PNUD qui ont montré dans leur étude en 2011, si je m'abuse, que le Burkina Faso perdait 86 milliards de francs CFA parce qu'on n'avait pas accès à ces services de base, l'eau assainie, l'eau potable, mais aussi et surtout l'assainissement. Alors, pour rejoindre et faire un appel à ce qui est déjà dit, on ne dirait pas que, oui, je sais que vous êtes plus à l'aise quand il faut demander, mobiliser les ressources financières à l'extérieur pour la nourriture et pour l'eau potable, mais pour l'assainissement, on s'est dit que, pas seulement pour éviter qu'on vous taxe d'une diplomatie garibou, mais pour question de dignité et de souveraineté, l'assainissement devrait être géré par les Burkinabés. Et on voit qu'au niveau, au niveau de l'interne, on voit la société civile, on voit les ONG, on voit des communautés, on voit des communes qui prennent en charge cela. Et nous avons des approches comme l'assainissement porté par les leaders ATPL avec son volet sanitaire. On voit même d'autres approches similaires telles que face aux toilettes. Est-ce qu'on peut se dire, vous qui êtes en contact et qui avez une bonne relation avec les Burkinabés de l'extérieur, est-ce qu'on peut se dire que votre diplomatie pourrait engager davantage les Burkinabés de l'extérieur pour qu'ils puissent financer ce volet sensible qu'on ne devrait pas laisser financer par quelqu'un d'autre? Nous avons vu par exemple dans les régions de, disons, en pays Bissa, comme par exemple Nyogo et Berdo, des maisons en étage où les populations dorment à l'étage, mais pour déféquer, on descend et on part sous l'arbuste. C'est quand même difficile à concevoir. Est-ce qu'on vous a vu avec les Burkinabés de New York, les Burkinabés des États-Unis, dans des galas? Et d'Italie. Voilà, et d'Italie aussi. Est-ce qu'on peut imaginer, un soir... Ça sera la dernière question. Est-ce qu'on peut imaginer un soir voir le ministre des Affaires étrangères et de la coopération des Burkinabés à l'extérieur organiser un saniton pour mobiliser les Burkinabés de l'extérieur pour financer la santé? Monsieur Pouya, on a compris la question. Non, d'abord, je dois dire que je n'ai pas été dans des galas à l'extérieur. Hein. Je n'ai pas encore eu cette occasion, mais j'apprécie ceux qui ont cette occasion de pouvoir le faire. Malheureusement, je n'en ai pas eu le temps. Mais s'il y a des sujets intéressants, il y a des thèmes porteurs que vous trouvez stratégiques, importants pour la vie quotidienne des populations, on peut
effectivement les porter. Les affaires étrangères, c'est un ministère transversal. D'ailleurs, vous avez une institution ici internationale qui s'appelle l'AEA et qui s'occupe d'assainissement. Et à un moment donné, il y a eu des problèmes. En tant que ministre des Affaires étrangères, je suis intervenu auprès de mon collègue camerounais pour participer au déblocage de cette institution qui est assez importante dans le volet de l'assainissement. Mais tout ce qui peut être fait dans notre rôle transversal, nous sommes partants. Alors, merci à M. Célestin Pouya d'être venu donc échanger avec M. le ministre. Nous allons prendre une question sur la plateforme Présimet. Monsieur le ministre, on va découvrir ensemble. La situation en Libye révèle une défaillance de la protection sociale de nos gouvernants aux citoyens à l'étranger. Où en est-on avec la création des services sociaux des ambassades qui ont vocation à prévenir et à gérer les situations du genre? Bien, comme vous le savez, je le dis une fois, les gens doivent avoir la mesure des réalités de leur pays, qui est notre pays, le Burkina, qui est un pays aux ressources limitées. Et donc, nous n'avons pas vraiment les moyens de pouvoir doter les ambassades de sorte qu'ils puissent s'occuper au quotidien de nos compatriotes qui sont à l'étranger. Nous les assistons comme on peut. Quand il y a des situations, j'allais dire, assez particulières et difficiles, ça a été le cas lorsqu'il y a eu un Burkinabé qui a été agressé à New York. Et là, il y a un cas d'un Burkinabé qui a été tué par balle à Baltimore, toujours aux États-Unis. Nous suivons la situation. Et pour le cas de Porgo à l'époque, nous avons convoqué même l'ambassadeur américain pour lui faire part de nos préoccupations et de du fait que nous souhaitons que la justice américaine fasse son travail. C'est ce travail-là que nous faisons, mais au quotidien, c'est quelque chose qui est assez difficile. Mais dans certaines ambassades, nous avons des services sociaux qui ont des moyens limités. Nous avons des services juridiques qui ont aussi leurs limites. Par exemple, si vous prenez un pays comme la Côte d'Ivoire, nous avons un conseiller juridique à l'ambassade, un conseiller juridique au consulat général d'Abidjan. Mais en face, vous avez environ 4 millions de Burkinabés qui sont un peu partout sur le territoire. Donc, c'est pratiquement impossible de pouvoir suivre tous les cas où les Burkinabés ont besoin d'une assistance particulière. Mais on essaie quand même d'être là pour répondre aux cas vraiment particuliers. Alors, nous avons Salamata Ouedraogo qui appelle au téléphone. Elle appelle de Ouagadougou. Bonsoir, Madame Salamata Ouedraogo. Oui, bonsoir. Votre question, s'il vous plaît. Bon, je voudrais demander à votre invité. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui. Comment il se sent à sa place, au poste qu'il occupe en tant que ministre des Affaires étrangères, quand on sait qu'il y a des gens qui ont fait des études de diplomatie et autres? Comment lui, en tant que journaliste, comment il se sent, s'il peut vraiment nous le dire à l'heure actuelle? Et une toute petite question qui n'était pas prévue. En tant qu'homme public, moi je crois qu'il y a certaines susceptibilités qu'on doit mettre de côté. Parce que moi j'ai eu à l'écouter sur plusieurs radios. Quand des gens lui posent des questions, il est très susceptible. Donc, par exemple, je lui donne un exemple pour qu'il se rappelle. Sur sa propre radio Omega, on lui avait posé une question. Pourquoi il occupe la raison ministérielle? Et là, que les Burkinabés n'ont qu'à quand même. Il ne faut pas qu'on exagère. Lui, il reçoit des ambassadeurs. Il faut qu'il soit bien... Bon, moi je me dis là où il était là, il ne pouvait pas recevoir quelqu'un. Et la façon dont il a dit, on ne va pas pédaler pour aller à Koussiam. Nous, on ne va pas faire ça. L'homme, moi, en tant que citoyen lambda, je peux réagir comme ça. Je peux être susceptible. Mais eux, qui sont payés par nos deniers publics, quand on veut leur poser des questions, qu'ils aient l'amabilité de ne pas nous narguer. Lui, il nous a toujours nargués. Ils sont 3 ou 4 ministres comme ça. Quand des gens leur posent des questions sur les radios, oh là là,
Si vous étiez en face même, ils allaient vous couper la tête. Donc, je lui laisse la parole. Merci, madame. Monsieur le ministre, d'abord, comment vous vous sentez en tant que journaliste, ministre des Affaires étrangères? Eh ben, je ne savais pas que le journaliste ne pouvait pas être ministre des Affaires étrangères, parce qu'il y a beaucoup de journalistes avant moi qui ont été ministres des Affaires étrangères dans beaucoup de pays. Elle a fait référence aux études de diplomatie. D'ailleurs, je dois dire que au Burkina, ici, nous avons eu très peu de diplomates ministres des Affaires étrangères. Je ne sais pas si la même question se posait avec certains d'entre eux et pourquoi avec un journaliste. Et même Kissinger était journaliste, lui qui est considéré comme le plus grand diplomate, c'est pas Kaloga qui va me dire le contraire. Et vous avez beaucoup de cas comme ça. Je me suis amusé, j'ai vu que dans un pays comme le Sénégal, il n'y a eu que 2 diplomates seulement qui ont été ministres des Affaires étrangères dans l'histoire du Sénégal. Depuis l'indépendance du Sénégal. Bon, au Burkina aussi, on peut faire la comptabilité, mais c'est pas ça qui est... Moi, j'ai pas de complexe à cela. Et je vois la question ne se pose pas dans les autres pays. En France, qui est comme aussi un pays avec lequel nous avons une longue histoire. Bon, je ne vois pas de... forcément dire que c'est un diplomate qui doit être ministre des Affaires étrangères. C'est une fonction politique et puis c'est avant tout une fonction politique et on tient compte de cela. Et bon, maintenant, c'est une question de confiance. Ça me gêne de parler de moi-même, surtout que la dame m'a dit que je suis arrogant. Bon, je suis très surpris parce que ceux qui me connaissent savent que je suis loin de cela. Mais bon, si c'est la perception que je lui ai donnée, j'en suis profondément désolé parce que c'est pas comme ça que je suis. Je suis vraiment désolé. Et, madame, je vous demande pardon si je vous ai blessé. C'est pas dans ma nature. Bien noté. Alors, nous allons donc introduire Madame Thierry Dabiri, qui est venue sur ce plateau pour échanger avec vous. Elle est juriste internationale, donc elle va échanger avec vous. Bonsoir, Monsieur Pour le 10 ministre. minutes. Bonsoir. Merci de le rappeler. Nous partons déjà d'un constat. Le Burkina Faso semble avoir perdu la main dans le jeu de la communication internationale. Je m'explique. La diplomatie est comme un jeu de cartes. Lorsque les cartes sont distribuées, celui qui détient la dame de cœur fait tout pour la conserver. Jalousement, bien entendu. Au niveau de la diplomatie burkinabé, nous détenions cette dame de cœur, qui était la médiation. La médiation a suscité bien de convoitises dans la sous-région. La médiation nous a valu la reconnaissance des plus hautes instances internationales et sous-régionales. C'était la marque de fabrique de la diplomatie burkinabé. C'était notre acquis diplomatique. Nous constatons que le vent de la médiation a soufflé à l'endroit d'autres pays comme l'Algérie dans la crise malienne et la Guinée dans la crise au Togo. Monsieur le ministre, comment comptez-vous faire pour repositionner la diplomatie burkinabé dans la sous-région? C'est ma première question. Bien. Alors, moi, je dois vous dire, vous savez, moi, j'ai été journaliste, correspondant de RFI. J'ai été un témoin privilégié de ce que vous appelez la médiation, la diplomatie de la médiation au Burkina. J'ai accompagné tout le monde. J'étais là avec tout le monde, que ce soit sur la crise guinéenne, que ce soit la crise ivoirienne, que ce soit la crise togolaise, que ce soit d'abord les premières négociations des crises Touareg et autres. J'étais là et j'ai été témoin de tout ça. Et c'est ce que je vous dis, moi je paye là, les milliards là, qui sont là avec moi.
et j'ai du mal à les payer et je souffre avec les fournisseurs burkinabés. Ça, c'est une réalité. Je connais bien les en-dessous de beaucoup de choses et nous n'entendons pas aller dans ce sens. Nous voulons positionner le Burkina dans ce qu'il y a d'utile pour les Burkinabés. C'est ça qui est important. Nous intervenons dans les crises. Le président Roch-Marc Christian Kaboré intervient dans les crises que nous avons autour de nous, mais sans bruit, et ce n'est pas aussi de la manière que les choses se passaient par le passé, parce que nous aussi, on est venus, on tire leçon de comment les choses étaient et de la perception qu'il y avait vis-à-vis du Burkina et des Burkinabés qui souffraient. Vous savez que moi, j'ai été en reportage le jour quand les premiers cas arrivaient avec les rapatriés du Côte d'Ivoire. Quand ils descendaient des cas, j'étais là en tant que reporter. J'ai vu des images. J'ai vu des images à la frontière, des Burkinabés qui rentraient difficilement. Et madame, je me retrouve à la tête de la diplomatie. Je suis obligé de faire autrement et c'est ce que nous essayons de faire. Monsieur le ministre, si je comprends bien, le positionnement stratégique du Burkina Faso dans la sous-région vous importe peu. Ce n'est pas dans le type de médiation que vous connaissez où il faut prendre un avion, descendre à Kidal, non. Non, mais il n'est pas question de prendre un avion, monsieur le ministre, puisque vous avez tout de suite dit que votre département ne s'articule pas dans la mise en place d'une médiation telle que nous la connaissons. Oui, mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Nous sommes en train de nous consacrer au Burkina. Qu'est-ce qui est arrivé quand ça tirait en 2011, quand les mutineries ont commencé? C'était la conséquence de quoi? De quelqu'un peut-être qui est tourné sur l'extérieur, vers l'extérieur, et qui avait très peu de regards au niveau de l'intérieur. Mais aujourd'hui, vous savez, nous participons à des émissions comme ça. C'est ça le Burkina d'aujourd'hui. Ça n'existait pas avant. Aujourd'hui, les attentes sont fortes au niveau intérieur. Les gens sont devenus exigeants et veulent que nous soyons au plus près d'eux, que nous soyons au quotidien avec leurs problèmes. Et nous voulons nous concentrer sur ça, sur les besoins élémentaires des Burkinabés, sur le quotidien des Burkinabés. Et maintenant, quand nous pouvons donner notre service, nous pouvons offrir nos services, c'est ce que nous faisons. Okay. Mais on ne va pas se concentrer sur ça au détriment des affaires intérieures de notre pays. Donc nous retenons seulement que ce n'est pas votre priorité, monsieur le ministre. Non, bon, je continue. Pas la médiation. Bon, voilà. Je continue. Mais la diplomatie pour positionner le Burkina, oui, mais pas la médiation. Telle que vous la concevez. Loin de moi l'idée de faire l'apologie d'un régime quelconque en disant ça. Mais vous savez, je suis très gêné dans la discussion là avec vous parce qu'avec ce que la dame m'a dit, je ne sais pas si... Je suis dans le bon ton. Non, vous êtes dans le bon ton, rassurez-vous. Bon, vous êtes dans le bon ton. Et lors de votre premier échange avec le journaliste, vous avez fait mention du fait que le Burkina Faso a des ressources limitées. La configuration géopolitique actuelle nous révèle la montée en puissance de la Chine-Pékin. L'essor économique favorable de la Chine a fait dire à certains auteurs qu'aujourd'hui, le modèle économique de la Chine doit être suivi. Monsieur le ministre, nous vous demandons, ne pensez-vous pas qu'il est plus intéressant d'aligner la diplomatie burkinabé dans une perspective stratégique à la diplomatie économique de la Chine-Pékin afin de profiter des avantages économiques au risque de fâcher notre allié taïwanais avec qui nous entretenons d'excellentes relations diplomatiques. Mais madame, je vous rappelle que nous ne sommes pas fermés à Pékin sur le côté économique. La preuve, c'est qu'il y a quelques jours seulement à Gawa a été lancé le projet de fibre optique qui est réalisé par le numéro 1 mondial, j'allais dire un peu dans ce domaine, qui est Huawei, qui est de la Chine populaire. Ok. Monsieur le ministre, nous allons terminer avec une dernière préoccupation. Lors de votre sortie récente à Rabat le 29 mai dernier, vous avez dit que le Burkina Faso soutient l'adhésion du Maroc à la CEDEAO. Il va sans dire qu'une telle déclaration
n'est pas philanthropique. Parce que la diplomatie, ce sont des questions d'intérêt. Quelles sont les retombées socio-économiques que cette déclaration pourra apporter à la coopération maroco-burkinabé? Non. Voilà. Bon, les choses n'ont pas été exprimées de cette manière, mais cela dit, le Burkina est dans une démarche au niveau de la CEDEAO et vous avez vu les décisions du récent sommet de la CEDEAO, tout comme celui de Monrovia il y a 6 mois. Et le Burkina s'inscrit dans ces résolutions prises par la CEDEAO, mais dans tous les cas, en dehors de cette affaire, le Maroc est un partenaire important pour le Burkina. Je vous ai cité ici l'ONATEL, je vous ai cité les banques, je vous ai cité d'autres structures, mais je ne lis pas à l'adhésion du Maroc. Mais excusez-moi, ça c'est indépendant. Excusez-moi, monsieur le ministre, je ne vous coupe pas comme oui. Le temps est déjà à la fin, mais ne pensez-vous pas que votre action, l'action de votre département est un tant soit peu centrée sur l'action journalistique, parce que tout ce que vous êtes en train de dire sur les actions que vous menez manque un peu de visibilité de notre point de vue? Bon, ben, c'est peut-être, vous allez dire, c'est le cordonnier mal chaussé. Je suis journaliste et puis j'arrive pas à bien faire ma communication. Tout le temps, ce sont les communiqués de presse, ce sont les conférences de presse. Et pour revenir à la préoccupation de l'adéquation... J'avais dit que c'était la dernière question. Qu'est-ce que vous dites exactement? Vous dites que ça manque de communication? Non, non, je dis visibilité. De visibilité. Voilà, je dis parce que l'action du département est plus axée sur l'action journalistique. Voilà, je dis ça manque un peu de visibilité parce que lorsque mon ami vous a posé la question... là. Okay. On va prendre une question sur la Merci plateforme. beaucoup, monsieur le ministre. Une question sur la plateforme, monsieur le ministre. Voilà. À quand l'extradition de Blaise Compaoré, pourquoi continue-t-on à entretenir les relations diplomatiques avec la Côte d'Ivoire à cause de nos populations? Alors, j'ai souvent dit, vous savez, un pays où vous avez 4 millions de vos compatriotes, 4 millions de vos concitoyens, vous ne pouvez pas avoir une relation quelconque avec ce pays. De même, pour la Côte d'Ivoire qui a 4 millions de ressortissants burkinabés ne peut pas avoir une relation quelconque avec nous. Donc, c'est deux pays forcément liés. Quelque part, on peut spéculer ici à Ouaga, à Tenkodogo, à Fada ou à Bobo, mais la réalité de la relation entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, elle est beaucoup plus profonde que cela, parce que vous avez des Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire, qui ont très peu d'attaches avec leur pays, mais ça reste des Burkinabés qui, de notre point de vue, ont les mêmes droits que les Burkinabés qui sont ici. Nous sommes dans l'obligation, parce qu'ils sont des citoyens burkinabés, de veiller à leurs intérêts. Et c'est un pays voisin, en plus. Donc, je veux dire, il n'y a pas beaucoup de démonstrations à faire ici dans la relation entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. Et c'est ça qui justifie l'intensification des travaux au sein du traité d'amitié et de coopération entre les deux pays. Voilà, monsieur le ministre, on va prendre une question au téléphone. Je n'ai pas exactement le nom de la personne qui appelle, mais bonsoir. Bonsoir. C'est Keïta Abdoulaye de Bobo Dioulasso. Ok, votre question. Bobo Dioulasso. Et je voulais savoir quelle est la position du Burkina Faso par rapport à la cause palestinienne. Est-elle toujours comme ce fut au temps du président Sankara? Oui, alors c'est fini. D'une manière générale, le Burkina est aligné sur les positions de l'Union africaine qui sont favorables à la Palestine. Donc on reste toujours dans cette optique. Et aux Nations Unies, chaque fois qu'il y a des votes, c'est nos positions. Et sur le cas de Jérusalem, il n'a pas posé la question, mais j'allais en parler. La décision qui a été prise par le président Trump, le 8 décembre, avant de partir pour une réunion du G5 en Europe, j'ai reçu l'ambassadeur américain pour lui faire part des préoccupations du Burkina Faso et lui dire que la position du Burkina était que
il fallait que le président Trump revienne sur sa position. C'est le souhait du peuple et du Burkina, qui est membre de l'OCI par ailleurs. Et donc, vous connaissez aussi les positions. D'accord. Je crois qu'on va... Monsieur le ministre, est-ce que finalement ce n'est pas plus facile, après tout ce que le Burkina a connu, de diriger la diplomatie burkinabé? Au-delà de tout ce que vous pouvez exposer comme acquis, quand on a connu l'insurrection, quand on a cette sympathie de la communauté internationale, est-ce que ce n'est pas finalement plus facile de diriger une maison comme la maison de la diplomatie? Pendant ce temps, nous allons accueillir ici celui qui est Peggy Ouedraogo, qui va venir donner l'appréciation des téléspectateurs sur votre prestation ce soir. Alors, donc, plus facile, ça, je dirais que non. Il faut, au-delà de ce que le Burkina a été et où la perception qu'on a du Burkina avec les luttes qui ont été menées, comme je le disais, il fallait convaincre les partenaires pour dire que le modèle qu'est le Burkina, c'est un modèle qui doit vivre. Par exemple, vous savez, quand un pays sort d'une crise, il a des soutiens particuliers, il y a des fonds qu'on alloue à ces pays-là. Mais un pays comme le Burkina a abouti à une élection démocratiquement reconnue par tout le monde. Et il y a des partenaires qui estiment que, bon, c'est bon, le Burkina n'a pas besoin d'aide. Parce que c'est un pays qui a bien mené son processus et qui en est bien sorti sans problème. Mais au contraire, nous disons non. Et il faut qu'il y ait une prime à la démocratie. Et c'est cette bataille-là que nous avons menée et que nous continuons de mener. Et donc je ne dirais pas que c'est aussi facile, mais déjà, je pense que le Burkina reste un exemple. Et ça, nous saluons le combat qui a été mené par les uns et les autres au cours des dernières années. Peggy Ouedraogo, bonsoir. Bonsoir Simon Gongo, bonsoir Monsieur le Ministre. Bonsoir. Bonsoir chers téléspectateurs. Alors il faut reconnaître que l'exercice n'a pas été très difficile pour vous qui êtes un habitué des plateaux télé, vu votre profession. Alors cela dit, Monsieur Barry, vous avez tenté de répondre à toutes les questions qui vont être posées. Sur la question concernant la suspension des relations avec la Corée du Nord, les téléspectateurs avouent être restés sur leur faim. Idem pour celle concernant le retour ou le rapatriement de l'ambassadeur en Éthiopie. Alors sur le bilan, les internautes estiment que vous n'êtes pas allé trop au fond des questions, peut-être par diplomatie, mais ils estiment que vous avez été globalement convaincant. Alors les téléspectateurs trouvent que vous avez été touchés par les propos de Mme Salamata Ouedraogo qui a appelé tout à l'heure et ils saluent, ces téléspectateurs saluent donc votre humilité du moment. Alors le public ici vous a attribué une note, une moyenne de 7,6 sur 10. En tant que vérificatrice de ce soir, je vous accorde la note de 7 sur 10. Merci à vous. Je dois dire que c'est la meilleure note qu'on ait reçue depuis qu'on reçoit les invités sur ce plateau. Donc c'est à votre honneur, Monsieur le ministre. Oui, j'en suis très honoré, mais je dois dire encore que, bon, je suis désolé d'insister, mais j'avoue que j'ai été vraiment bouleversé par les propos de la dame là, parce que en plus venant d'une femme, j'avoue, c'est assez difficile pour moi et d'ordinaire, c'est la première fois qu'on dise que je nargue les gens et donc ça m'a bouleversé quand même. Mais ce qu'on doit retenir, c'est votre pardon aussi à l'endroit de la dame. Donc, comme nous sommes au Burkina et que tout se règle toujours sous l'arbre à palabre, je crois que la dame a bien accueilli votre pardon et les téléspectateurs aussi. Merci en tout cas, Monsieur le ministre, d'être venu sur ce plateau. Dialogue citoyen, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe technique, toute l'équipe d'animation aussi. Rendez-vous le mois prochain pour un autre numéro. Tout à l'heure, le journal avec Ruth Biniwatara.